Ce n'est pas la première fois que nous recevons dans nos studios un candidat aux élections européennes, mais c'est bien la première fois qu'un candidat tête de liste accepte de répondre à notre invitation. Candidat déchu des élections présidentielles de 2017, présenté comme souverainiste, fondateur d'un parti créé il y a 12 ans et qui compte désormais 36 000 adhérents en France. Ses thèmes de prédilection sont l'Europe, l'euro et l'OTAN, deux institutions, une monnaie qu'il remet en cause et dont il ne veut plus s'encombrer. Pour les élections du 26 mai prochain, avec sa liste Ensemble pour le Frexit, le candidat que nous recevons aujourd'hui espère cette fois-ci être élu, une tâche qui paraît ardue. 5% des voix sont nécessaires pour pouvoir siéger, 3% pour voir ses dépenses de campagne remboursées, mais pourra-t-il cette fois seulement passer la barre des 1%? La question est posée. Bonjour François Asselineau, président de l'UPR, l'Union populaire républicaine. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ma première question sera très simple. Comment se passe la campagne jusqu'à présent pour vous? Se déroule-t-elle comme vous le souhaitez? Alors, d'un point de vue général, ça se passe plutôt bien. Nous avons beaucoup d'adhérents, des militants sur le terrain. Je pense que l'on est un des partis les plus présents sur le terrain. Je fais des réunions publiques, pas seulement moi d'ailleurs, quelques autres personnes de la liste en font également, notamment Charles-Henri Gallois, Vincent Brousseau, Zaman Ziwan. Mais l'important, ce sont les grands meetings, comme j'en fais un à Lille, où là, on a eu entre 400 personnes à Rennes et 700 personnes à Strasbourg, ce qui est beaucoup. C'est beaucoup, c'est pour des élections européennes qui n'intéressent pas beaucoup les gens. Ça n'est pas la même chose que pour les élections présidentielles. Donc c'est beaucoup, et quand je compare l'affluence à nos meetings, quand je compare avec la petite affluence qui entoure Madame Loiseau, par exemple, la tête de liste de En Marche, je me rassure. En revanche, ce qui n'est pas... Alors ça, c'est les points positifs. Les points mitigés, c'est l'accès aux médias depuis quelques semaines, disons depuis une quinzaine de jours. J'ai un petit peu plus accès aux médias, mais je rappelle que suite à l'élection présidentielle, entre le 21 avril 2017, qui était le vendredi précédent le premier tour, et le mois de février 2019, donc pendant plus de 2 ans, 2 ans et demi... 2 ans, on a eu 0 heure, 0 minute et 0 seconde sur toutes les chaînes de radio et de télévision suivies par le CSA. Donc on a quand même un gros déficit de notoriété. Alors ça vous laisse mesurer d'ailleurs à quel point il y a une anomalie dans la politique française, qui est que quelqu'un comme moi qui a été candidat à l'élection présidentielle, il y en avait 11 en 2017, en fait il y a des millions de Français qui n'ont pas porté attention à ce que je disais ni à ma personne, parce que j'avais été à l'époque classé forfaitairement dans les petits candidats et accueilli par ailleurs par un concert de louanges me comparant à Barbe Bleue et à Marc Dutroux. Ce que vous dénoncez, mais finalement cette année-ci ça va un peu mieux pour Alors, vous. Ça vous va étiez un petit notamment peu mieux. sur le plateau de CNews. Sur le plateau de CNews, j'ai été sur le plateau de France 2. Mais il a fallu obtenir pour France 2 une décision de justice. Quant au plateau de CNews, ça ne vous a pas échappé, avec seulement 6 candidats qui étaient sous-entendus les petits candidats. Notamment Florian Philippot, qui vous a proposé il y a quelque temps de faire front commun, liste commune, moyennant 300 000 €. Vous lui avez répondu non, vous avez décliné. Pourquoi ce choix ? Alors, pour toute une série de raisons. D'abord, ce n'est pas moi qui ai décliné ce choix, c'est le Bureau national de l'UPR. Non, c'est important parce que M. Philippot, de ce que je crois comprendre, prend ses décisions tout seul. Vous savez, ça fait partie de ces partis politiques où vous avez un monsieur ou une dame avec 2-3 personnes qui prennent les décisions les plus stratégiques qui soient dans un tout petit comité de 2-3 personnes. C'est pas seulement vrai de Philippot, c'est le vrai de Mélenchon, avec son plan A, son plan B, puis il a laissé tomber tout ça au grand désarroi de ses adhérents et de ses sympathisants et de ses électeurs. Pareil pour Madame Le Pen. Mais ce n'est pas le cas chez vous. Non, parce que depuis que j'ai créé l'UPR, il y a une charte fondatrice qui oblige tout le monde, y compris le président, à la respecter. Alors que vous avez vu que Madame Le Pen a décidé comme ça, dans un tout petit comité, sans consultation des adhérents et encore moins des électeurs, de changer et d'affirmer maintenant haut et fort qu'il était hors de question de sortir de l'Union européenne et de l'euro.
sortir de l'OTAN, il n'en avait d'ailleurs jamais été question, pour le Front National. Ce qui, je trouve, est quand même un bras d'honneur pour les adhérents, pour des changements aussi stratégiques. Ce qui a d'ailleurs conduit Florian Philippot à quitter ce parti. Oui, enfin ça, c'est ce que M. Philippot raconte, mais ça, c'est une... de la communication politique, selon vous ? Oui, c'est un roman, c'est quelque chose de romancé, parce que M. Philippot, il a été, avec Mme Le Pen, d'abord, il a été 6 ans au Front National, donc 5 ans vice-président du Front National. Pendant ces 5 ans, il a d'ailleurs couvert de son silence, donc de son approbation tacite. En tout cas, il a pris sur sa responsabilité tous les pires dérapages de la famille Le Pen. Donc, M. Philippot est resté avec Mme Le Pen jusqu'au 2e tour de la présidentielle. Il a donc couvert aussi l'alliance avec M. Dupont-Aignan, alliance dans laquelle il était bien précisé clairement qu'il était hors de question de sortir de l'UE et de l'euro. M. Philippot est resté. Il est encore plus resté, puisqu'après, il a été candidat aux législatives avec ce programme. Et puis c'est parce qu'il a été battu au 2e tour des législatives que d'un seul coup il s'est rendu compte qu'il fallait peut-être changer de situation. Ce serait d'ailleurs intéressant que les journalistes lui demandent ce qu'il aurait fait s'il avait été élu député. Bon, du Front National. Voyez-moi qu'à mon avis il serait toujours au Front National. Et à ce moment-là, M. Philippot, comme vous le savez, lorsqu'il a démissionné en septembre 2017, alors tout ça, ça traîne sur Internet, vous pourrez le trouver. Moi, on a chez nous des gens qui ont dit « Qu'est-ce que vous allez faire ? Qu'est-ce que vous allez faire ?» Je dis « Écoutez, M. Philippot, s'il démissionne du Front National, et s'il estime qu'il faut sortir de l'Union européenne et de l'euro, eh bien, il peut très bien demander son adhésion à l'UPR. On existe depuis 10 ans. Donc, s'il trouve que ce qu'on dit depuis 10 ans est juste, ben, il faut qu'il adhère à la condition qu'il accepte... qu'il accepte l'ensemble de notre charte. Ça n'est pas du tout ce qu'a décidé M. Philippot. M. Philippot a décidé de développer un parti politique nouveau, de s'emparer de toutes les analyses que je développais depuis 10 ans et d'espérer, compte tenu de l'extrême médiatisation dont il avait bénéficié, d'espérer en fait tout simplement me siphonner le parti politique. Donc en fait c'est de l'escroquerie politique. En tout cas vos idées à vous sont développées. Vous l'avez déclaré dans le journal du Centre le 4 mai. Pour vous il faut que les Français choisissent la fin de l'UE ou la survie de la France et la survie de la France ou la fin de la France et la survie de l'UE. Je crois que c'est le vrai débat. Pour vous la France et l'UE c'est incompatible ensemble. Oui. Mais pourquoi ? C'est la grande question. C'est un oxymore, si vous voulez. C'est comme l'huile et le vinaigre. On ne peut pas avoir... Il y a un beau proverbe turc que je cite régulièrement qui dit « On n'est pas un peu enceinte ». Ça veut dire que soit vous êtes enceinte, soit vous ne l'êtes pas. Donc on n'est pas un peu souverain, on n'est pas à moitié souverain. La souveraineté, c'est quelque chose qui ne se partage pas. Donc soit c'est la France qui est souveraine, soit c'est l'Union européenne. Voilà. Or, les Français ne se sont pas rendus compte. Du moins, certains s'en sont rendus compte. Il y a quand même eu, je le rappelle, 55% des Français qui ont voté non à la Constitution européenne en 2005. Et ça, les européistes détestent qu'on leur rappelle ça, mais ça veut dire que depuis 2005, et en particulier depuis fin 2007, lorsque le traité de Constitution européenne qui avait été rejeté par 55% des Français et accessoirement par 58 ou 60% des Néerlandais, quand on leur dit que ce traité a été imposé aux Français... C'est un argument qui revient régulièrement. Oui, mais par les parlementaires, les européistes bug, parce que c'est une vérité. La vérité, c'est que depuis ce jour-là, on a une espèce d'illégitimité profonde à cette construction. Et alors aujourd'hui, on voit chaque année qui passe l'emprise des mécanismes européens se faire de plus en plus présente, et évidemment au détriment de la souveraineté nationale. Bien. Et vous me tendez la perche pour faire le lien vers mon premier chroniqueur, Timothée Barneau. Bonjour Timothée. On va parler du Brexit et du Frexit, car M. Asselineau prône le Frexit, et le Brexit fait son jeu, si on peut dire. On sait maintenant que vous voulez le Frexit pour la France, tout ça. Donc déjà, merci beaucoup d'avoir répondu positivement à notre invitation. Donc cette émission, c'est un libre espace de discussion, de débat, et c'est pour ça que je vais rentrer assez directement dans le sujet. Il est un peu difficile de parler de Frexit sans parler du Brexit, évidemment. Le Royaume-Uni étant le premier pays membre à décider de quitter l'Union européenne. En quoi le Royaume-Uni vous inspire pour votre situation actuelle en France et pour la situation du pays en France ? Alors, pour être très très précis, ça n'est pas exactement la première fois qu'un territoire sort de la construction européenne. Je rappelle qu'en 1985,
À l'époque, c'était le marché commun. Le Groenland, qui n'est quand même pas rien, il y a 80 000 habitants et puis c'est quand même la 3e île du monde, qui est une dépendance du Danemark, avait voté par référendum sa sortie du marché commun, qui a eu lieu et les Groenlandais n'ont plus jamais eu envie de revenir dans un État membre à l'échelle du Royaume-Uni, du moins, c'est quand même très différent. Oui, c'est vrai, mais j'y tiens à insister parce qu'on a l'impression que ce serait un truc absolument inimaginable et sans précédent, que ça serait donc délirant. Non, ça a déjà eu lieu. J'aurais même pu citer, pour pousser le bouchon encore plus loin, l'Algérie, puisque lors du traité de Rome, les départements algériens faisaient partie du marché commun. Et après l'indépendance de 62, ils en sont sortis. Alors ça, c'est un point qui est important pour déjà bien caler le fait qu'une sortie n'est pas le sans précédent qu'on nous explique. Deuxièmement, s'agissant du Brexit, il y a eu 52% des Britanniques qui, comme vous le savez, ont voté en faveur du Brexit, et soit dit en passant, parce que cette idée avait été rendue populaire pendant plusieurs années par Nigel Farage et son parti et ses députés au Parlement européen. Alors, le problème qui s'est noué, je vois, il y a beaucoup de gens qui me disent « Oh là 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 là, vous voyez, c'est extraordinairement difficile. Comment est-ce que vous pouvez vouloir la même chose que ce qui se passe au Royaume-Uni ?» À quoi je réponds, ce qui est difficile, ça n'est pas de sortir de l'Union européenne. Tout a été prévu. J'ai même vu encore, je crois, Monsieur le maire ou Monsieur Édouard Philippe qui ont dit il y a quelques jours, il y a quelques heures, que tout était prêt. Moscovici aussi, le commissaire européen, que tout était prêt pour une sortie. Qu'est-ce qui bloque alors? C'est les responsables pour vous ceux qui bloquent, ce sont les européistes qui refusent le suffrage universel. Au Royaume-Uni, pour vous, c'est les européistes qui... Oui, parce que si vous allez au Royaume-Uni, il y a eu 52% de Britanniques qui ont voté pour le Brexit. Vous avez l'équivalent, je crois, dans les 3/4 des circonscriptions électorales. Les 3/4 des circonscriptions électorales ont voté pour le Brexit. Mais ce sont les représentants à Westminster, à la Chambre des communes, et par ailleurs à la Chambre des pairs, à la Chambre des lords. Ce sont les députés de la Chambre des communes qui sont majoritairement contre le Brexit, quelle que soit leur appartenance. Il y a eu quand même des élections anticipées au Royaume-Uni, il y a eu des députés qui ont été revotés après. Pourquoi alors c'est pas, par exemple, l'UKIP, le parti de Nigel Farage que vous avez cité, pourquoi ils sont pas arrivés en tête des élections alors si autant de Britanniques souhaitaient le plan comme ça? Parce que le problème qui se pose, on est je pense dans une transition historique. Il y a beaucoup de gens au Royaume-Uni comme en France, et sans doute France encore plus, qui n'ont pas encore compris que le vrai clivage droite-gauche ne correspond plus à rien en ce moment. Les politiques, excusez-moi de le dire comme je le pense, mais le gouvernement Macron, c'est un gouvernement d'extrême droite. Et je pèse mes mots. Je pèse mes mots. Oui, je pèse mes mots. Ben oui. Oui, parce que nous, on nous traite, nous, d'extrême droite. Alors moi, je donne une bouteille de 6 bouteilles de champagne aux gens qui disent en quoi nous sommes d'extrême droite. Nous voulons renationaliser les services publics privatisés. Vous dites ni de gauche ni de droite, vous dites diverses. Oui, on est divers parce qu'on rassemble des gens de tous les horizons. Mais le gouvernement actuel, enfin là, c'est une incidente par rapport à votre question, mais je me permets de le signaler. Le gouvernement actuel qui mène une politique de privatisation des services publics contre la volonté de la population, qui mène une politique de destruction du droit du travail, avec progressivement la fin du CDI, qui mène une politique d'une violence policière à l'égard des manifestants des Gilets jaunes, comme on n'en a jamais vu en France depuis un certain nombre d'années. Il y a quand même eu je ne sais pas combien de dizaines de personnes mutilées à vie depuis 6 mois. Même à la Commission des droits de l'homme de l'ONU à Genève, on a classé la France entre le Zimbabwe et Haïti. Donc ça veut dire, donc dans le monde entier, les gens sont effarés des violences. Vous avez par ailleurs un président qui est totalement, qui refuse d'entendre les manifestants. Vous avez un président qui fait une politique en faveur de la catégorie la plus riche de la population. Vous avez un président qui viole le droit international comme il l'a fait lorsqu'il a décidé l'envoi de missiles sur la Syrie en avril 2018, violant ainsi le droit international. Je me permets de le dire parce que c'est quelque chose que les Français doivent bien comprendre. Le gouvernement Macron est le gouvernement le plus à droite que la France ait connu, je pense, depuis 1945. Et donc qu'on me prouve le contraire. Un gouvernement qui a des mesures antisociales, qui a des violences policières, qui bafoue le droit international, qui tire sur les manifestants, qui restreint les libertés. Même des députés extrêmement modérés ont été scandalisés des lois qui ont été votées pour... Maintenant, vous savez que vous avez la possibilité en France, vous allez manifester, vous êtes arrêté préventivement.
En aucune démocratie, vous n'avez ça. Alors là, je referme cette parenthèse pour en revenir à notre sujet sur le Brexit. En France comme au Royaume-Uni, il y a encore beaucoup de gens qui raisonnent selon le clivage droite-gauche. Mais ce clivage, en fait, maintenant, est de moins en moins significatif pour le moment. Ce qui est de plus en plus significatif, c'est ceux qui acceptent le principe général de la péremption des États-nations, la fin des États-nations, au profit d'une entité Union européenne et d'un principe de mondialisation, c'est-à-dire la dissolution des solidarités nationales, c'est-à-dire le triomphe des entreprises contre les États, puisque depuis un certain nombre d'années, tout est fait pour judiciariser les relations commerciales et que des entreprises puissent désormais attaquer des États lorsque des États prennent des lois qui leur nuisent. Vous connaissez tous ces phénomènes qui sont actuellement en cours. Donc il y a ceux qui sont d'accord avec ça et ceux qui le refusent. Et c'est tout le problème. C'est-à-dire que lorsque les gens font pour des élections générales, ils ont encore un peu tendance à voter droite-gauche, mais lorsqu'on leur pose un référendum qui correspond à la question posée sur l'Union européenne, à ce moment-là, ils votent selon un autre clivage. On l'avait vu en France. Est-ce que vous ne pensez pas aussi qu'il y a un peu dû au fait que certaines personnalités politiques britanniques, après avoir publicisé certaines théories sur le Brexit, se sont un peu échappées et n'ont pas vraiment assumé leurs responsabilités? Nigel Farage, par exemple, que là, on voit revenir actuellement dans la campagne européenne britannique avec son nouveau parti du Brexit, un nouveau parti après qu'il ait quitté l'UKIP. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a un peu un manque de courage politique des responsables politiques britanniques et pas forcément que de la faute de l'Union européenne? Est-ce qu'il n'y a pas même les députés britanniques qui n'assument pas leurs responsabilités? Alors, je ne suis pas là pour défendre Nigel Farage, mais je suis là pour établir la vérité. La vérité, c'est quoi? C'est que lorsque les Britanniques ont voté à 52% pour le Brexit, l'initiateur de ce référendum, David Cameron, Premier ministre conservateur, comme la veut la tradition britannique, a présenté sa démission. Mais il y a une autre tradition britannique que vous connaissez certainement, c'est que le Premier ministre est le chef du parti ayant le plus de députés à Westminster. Point barre. Il aurait très bien pu se présenter avec les conservateurs. Mais non, parce qu'il n'y a pas eu d'élection générale. Il y en a eu depuis le Brexit. Oui, mais attendez. Après. Donc là, vous avez eu, au moment où David Cameron est parti, les Britanniques se sont tournés vers le parti qui avait le plus de députés, c'était toujours le Parti conservateur. Or, il se trouve qu'au sein du Parti conservateur, il y avait 2 tiers, et il y a toujours 2 tiers des députés à peu près, qui sont contre le Brexit, et 1 tiers qui sont pour. Et donc, les députés, le Parti conservateur a choisi Mme Theresa May, qui était l'ancienne ministre de l'Intérieur, qui était contre le Brexit. Mais elle avait eu l'intelligence politique, ou bien tout simplement les informations remontant des sondages du terrain, comme quoi le Brexit pouvait peut-être l'emporter. Elle a eu l'intelligence politique de ne pas trop se mettre en avant sur cette affaire. Donc elle a été choisie. Mais il faut bien comprendre que le Premier ministre, qui a été choisi par le Parti conservateur pour mener à bien les négociations du Brexit, était elle-même contre le Brexit à l'origine, et elle a constitué un gouvernement reflétant la composition du Parti conservateur avec 2 tiers de ministres anti-Brexit. Donc je trouve que le reproche qui est fait, je vois des reproches qui sont faits à Nigel Farage parce qu'il aurait pu être Premier ministre, mais il n'en avait pas les moyens. On va revenir un peu en France, du coup, parler du Frexit, après avoir une petite pause en Angleterre et au Royaume-Uni. Vous préconisez donc une sortie de l'Union européenne pour la France. Combien devrait à peu près nous faire économiser le Frexit selon vos calculs et selon un peu votre parti, tout ça? Alors, vous savez, vous devez le savoir, mais énormément de Français ne le savent pas, que la France donne beaucoup plus d'argent à l'Union européenne qu'elle n'en reçoit. On est ponctionné de façon indolore parce que ça ne se voit pas. C'est pas une feuille d'impôt, hein, c'est prélevé notamment au moment du paiement des droits de douane lors de l'importation de produits qui viennent de hors UE qui entrent dans le tarif extérieur commun, etc., etc. La France, elle verse bon an mal an à peu près 23 milliards d'euros à l'Union européenne et elle en reçoit à peu près 14 milliards en échange. Ce qui fait sur longue période, sur les 7 ou 8 dernières années, ça fait à peu près 8 milliards d'euros de plus qu'elle n'en reçoit. Est-ce que c'est ces 8 milliards d'euros qu'on a donc donné à l'Europe, notamment pour la reconstruction, pour le développement d'autres pays, tout ça? Est-ce que c'est vraiment ces 8 milliards d'euros qui pourraient relancer la France et qui ont vraiment manqué actuellement pour mener politique? Est-ce que c'est vraiment le Frexit qui permettrait de relancer l'économie en France? Alors, si je vous piquais dans votre budget à 8, enfin pas 8 milliards d'euros, mais si je vous piquais... C'est évidemment beaucoup, mais est-ce que c'est vraiment... Non, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'introduirais quelque chose de récessif déjà.
Parce que si, sans que vous vous en rendiez compte, je vous pique 5% ou 2% de vos revenus, ça va diminuer votre activité. Mais de toute façon, le coût de l'Union européenne ne se résume pas à ça. Il y a un coût qui est beaucoup plus important, mais là, on entre dans des données macroéconomiques sur lesquelles, alors là, c'est la bouteille à l'encre. Mais il y a le coût, par exemple, de toutes les normes européennes qui s'appliquent à l'ensemble des entreprises françaises, alors que 95% ou 96% des entreprises françaises n'exportent pas. Et elles n'auraient donc pas forcément besoin d'appliquer l'ensemble des normes européennes. Donc il y a eu des calculs qui ont été effectués aux Pays-Bas, au Royaume-Uni, sur le surcoût administratif que tout ceci représente, et qui a été estimé pour la France à quelque chose comme 30 à 35 milliards d'euros, qui pèseraient ainsi sur les entreprises françaises. Il faut y ajouter aussi des surcoûts sur des programmes qui ne peuvent être mis en œuvre que si on les abonde par des fonds nationaux. Il faut ajouter à tout ceci également le coût que représente l'euro, la monnaie euro. Vous avez vu, je vous renvoie à cette étude qui a été faite par une étude, un think tank allemand il y a un mois, et qui expliquait, pourtant ça ne va pas dans le sens des Allemands, que l'euro est une monnaie qui favorise considérablement d'un point de vue macroéconomique l'Allemagne et qui défavorise considérablement la France et l'Italie. Elle a été contestée, vous savez, par certains contrôleurs. Bien sûr, bien sûr. Je sais bien. De toute façon, je sais bien que pour les européistes... Non, mais cette étude-là, il faut un peu rappeler comment elle a été faite. Vous le savez très bien. On a comparé ce qu'aurait été la France avec l'euro, comparé la France avec l'euro à ce qu'elle aurait été sans l'euro, par le biais de pays fictifs. Et on voit que la France est comparée à comment être 55% de l'Australie. Est-ce que c'est vraiment une étude représentative? On pourrait parler toute l'après-midi. On pourrait parler toute l'après-midi, parce que je sais que toutes les études qui montrent que l'euro est une catastrophe sont rejetées par principe par les européistes en disant c'est contrasté, c'est contesté. Est-ce que comparer la France à l'Australie, qui a vraiment des situations différentes... Non, mais je sais, ça n'est jamais comparable. Quand je dis, par exemple, que la Suisse n'est pas dans l'Union européenne, ni dans l'euro, ni dans l'OTAN, et que c'est le pays où on se porte le mieux, les européistes me disent mais c'est pas pareil. Ah bon ? Pourquoi c'est pas pareil? Mais parce que c'est un coffre-fort, c'est pas vrai. Le PIB des activités financières, en Suisse, c'est 10% des activités financières. Mais vous n'avez pas le même monde agricole en Suisse qu'en France. Non, mais vous avez des agriculteurs en Suisse qui bénéficient d'ailleurs d'un système comment dirais-je, de protectionnisme intelligent, puisqu'en Suisse, vous avez les droits de douane qui varient semaine après semaine. Par exemple, au moment où il y a des productions de cerises ou de fraises en Suisse, vous avez un droit de douane élevé sur les importations de cerises ou de fraises venues des pays comme l'Italie ou l'Espagne. Et puis, lorsque la saison des cerises et des fraises est passée en Suisse, à ce moment-là, ils rebaissent les droits de douane pour faire bénéficier les consommateurs. C'est quelque chose qui est tout à fait intelligent. En attendant, la Suisse n'est ni dans l'Union européenne, ni dans l'euro, ni dans l'OTAN. Elle se trouve être au sommet de l'indice du développement humain, l'indice IDH, du programme des Nations Unies pour le développement. C'est qu'il y a un moment à partir duquel il faut faire un bilan. Et le bilan, c'est que la zone euro est la zone de plus faible croissance mondiale. Voilà, depuis maintenant 15 ans. Ce que je vois, c'est que toutes les études montrent une remontée de la pauvreté en France, comme d'ailleurs dans la plupart des pays de la zone euro. Ça, ce sont des faits objectifs. Et à ce moment-là, quand on dit ça, les européistes raisonnent comme les communistes de la grande époque. Ça n'est jamais de la faute du dogme, c'est parce que le dogme est mal appliqué. Donc pendant des décennies, on voyait les pays de la construction du socialisme s'effondrer, que ça ne correspondait pas aux promesses qui avaient été faites. Et les idéologues du Parti communiste de ces différents pays expliquaient que ça n'était pas de la faute du communisme, c'est parce que celui-ci était mal appliqué, qu'il fallait donc plus de socialisme. Eh bien là, c'est exactement la même chose pour les idéologues de la construction européenne. Ça n'est pas de la faute du dogme européen, c'est parce qu'il est mal appliqué et qu'il faut donc plus d'Europe. C'est systématiquement, on le voit d'ailleurs à chacune des élections, le thème « changer d'Europe, une autre Europe, tati-tati-tata ». D'ailleurs, le débat qu'il y a eu sur CNews était encore un festival où on a des gens qui disent il faut créer la solidarité européenne, je veux ci, je veux ça, je veux une Europe écolo, Mais tout ça, ce sont des vœux pieux qui ne se concrétisent pas dans la réalité. Justement, nous aussi, on va changer de thème. On va partir avec toi, Marius Bocquet. Bonjour Marius. Tu vas nous parler, lors de ce deuxième thème, de la politique migratoire. Je pense que tu as quelques questions à poser à notre invité.
Bonjour Monsieur Asselineau. D'abord, j'avais une question par rapport à votre programme que j'ai donc étudié, et notamment dès l'introduction. J'ai le sentiment que vous déconsidérez un peu la situation actuelle. Alors, pour vous citer, vous parlez d'une crise grave qui nécessite une rupture complète et décisive. Vous parlez de pente fatale, de désintégration de l'unité nationale, comme vous venez de le dire, de désastre. Vous dites que la France vit actuellement une période sombre de son histoire bimillénaire, au point que vous comparez la situation actuelle à l'occupation allemande de 1940. Alors je vous avoue que ça m'a assez surpris. Je vais vous citer. La dernière période de notre histoire où la France a couru ce même risque mortel, celui de disparaître, fut celle de l'occupation allemande. Et vous invoquez le Conseil national de la résistance, dont vous faites un modèle pour justifier votre projet. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a un décalage entre la situation actuelle et celle de 1944, et que des propos tels que ceux-ci peuvent choquer, de comparer comme ça une situation extrêmement grave qui est l'occupation allemande avec ce qui se passe aujourd'hui? Non, je trouve que c'est une excellente comparaison. Bien sûr, la situation n'est pas identique. Comme on le dit, l'histoire ne se répète jamais, mais elle bégait toujours. Donc, au cours de notre histoire, il y a eu à plusieurs reprises, la France a perdu, le peuple français ou les dirigeants français ont perdu leur souveraineté et leur indépendance nationale. Ce n'est pas seulement vrai en 1940, ça a été vrai pendant la guerre de Cent Ans, ça a été vrai après le traité de Troyes de 1420, ça a été vrai en 1792 lorsque les troupes de l'Europe coalisée ont voulu mater la Révolution française, ça a été vrai en 1871, ça a été vrai en 1940. Donc tout ceci sont des moments de l'histoire où la France a perdu sa souveraineté nationale, et donc c'est tout à fait légitime de faire ça. D'ailleurs, alors bien entendu, vous allez me dire oui, mais l'Allemagne n'est pas aujourd'hui, il n'y a pas des camps de concentration, ça je vous l'accorde, bien sûr. Mais vous retrouvez quand même un certain nombre de fondamentaux par rapport à 1940, c'est-à-dire une espèce de fascination morbide d'un certain nombre d'élites françaises pour l'Allemagne. La façon dont Macron s'était complètement aplati devant Madame Merkel depuis qu'il est arrivé à l'Élysée sidère tous les observateurs. On est dans une situation où est en train de se réaliser la prophétie. C'est pas une prophétie, c'était ce qu'avaient dénoncé des personnes aussi différentes que Philippe Séguin pendant la campagne de 92, ou Georges Marchais dans la campagne pour les européennes de 79, qui dénonçait, ou Jacques Chirac pendant dans son discours de Cochin, qui dénonçait la France placée sous une tutelle d'une Europe germano-américaine. On est tout à fait dans cette situation. Il y a quelque chose, d'une certaine façon, qui est plus insidieuse et peut-être plus grave qu'en 1940, c'est qu'en 1940, tous les Français savaient qu'on était en guerre. Ça n'avait échappé à personne. Bon. Donc les gens, ils savaient qu'on était en guerre, qu'on était sous occupation. Alors que, rappelez-vous les propos terribles qu'a dit François Mitterrand dans son livre Le Dernier Mitterrand, paru chez Plomb. Il a dit « La France est en guerre et les Français ne le savent pas ». Donc la grande difficulté, c'est que énormément de Français ne comprennent pas ce qui se passe. Voilà. Quand on essaie d'expliquer... En guerre contre qui? Contre l'Union européenne ou contre les Américains? Je vois pas bien le rapport... Alors j'explique que l'Union européenne la construction européenne a été portée sur les fonds baptismaux après la Seconde Guerre mondiale par les États-Unis d'Amérique. Alors je sais bien qu'aussitôt certains hurlent au complotisme et conspirationnisme. C'est pas du complotisme ni du conspirationnisme, c'est de l'histoire. Pour revenir à la perte de souveraineté, je veux bien vous concéder qu'il y a une perte de souveraineté, mais tout de même on participe, on contribue. Vous répétez souvent que les décisions se font à l'unanimité au sein de l'Union européenne, mais donc c'est qu'on y participe, c'est qu'on est consentant à... Comment vous expliquez que vous nous dites qu'on nous impose des normes, des règles auxquelles finalement on participe? Alors, je connais cet argument qui est évoqué par les européistes qui disent « Vous exagérez, la Commission européenne n'y est pour rien, ce sont les chefs d'État et de gouvernement qui décident, c'est une honte ». Les gens qui disent ça n'ont pas vu ce que j'ai vu et ce qu'est la réalité. C'est comment on appellerait ça, la cybernétique administrative, le fonctionnement administratif et administrativo-politique de toute cette affaire. Il y a ce que l'on appelle en anglais le soft law, ou qu'on peut appeler également, qui est utilisé, une expression fréquemment utilisée, qu'on appelle la pression des pairs. Lorsque vous avez un rassemblement de 28 chefs d'État et de gouvernement, ou bien de 28 ministres industrie, ou bien de 28 ministres des Finances, vous avez
15, 16, 20, 25 dossiers qui sont sur la table, qui sont d'ailleurs proposés par la Commission européenne, puisque je vous rappelle qu'il y a cette structure et a de quoi faire se retourner dans sa tombe Montesquieu, puisque la Commission européenne est à la fois un exécutif et le législatif. Et la Commission européenne a le monopole de la proposition de nouvelles directives. C'est-à-dire que les chefs d'État n'y peuvent rien. Et donc les dossiers avancent, souvent d'ailleurs poussés, soutenus, promus par des lobbies industriels, pharmaceutiques, financiers, industriels, chimiques et compagnie. Donc tout ceci avance jusqu'au moment où ça arrive au niveau des chefs d'État et de gouvernement. Un chef d'État et de gouvernement, dans un cas rare, et s'il y a vraiment une bronca, par exemple, dans son pays, va s'y opposer. Mais il ne peut pas s'opposer à tout. C'est impossible. C'est ce qu'on appelle la pression des pairs. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas, sauf à bloquer le système. Et donc, vous ne pouvez pas vous opposer à cette machine qui est destinée à avancer quand même. C'est pour ça que, certes, formellement, toutes les décisions sont prises à l'unanimité sur les très grandes décisions par les États. Mais en réalité, sur ce genre de situation, eh bien, ça ne peut pas marcher, sauf évidemment s'il s'agit de la renégociation d'un traité. Dernier thème, l'écologie. Marius, il me semble que tu avais J'avais une question sur l'écologie. Oui, vous avez dit lors du débat sur les européennes le 4 avril qu'il fallait sortir de l'Union européenne et que ça allait régler le problème de l'écologie, qu'on allait rétablir le respect de l'environnement en France, indépendamment de l'Union européenne donc. Mais vous avez bien conscience que c'est un problème qui n'est pas français mais qui est planétaire. Donc comment est-ce qu'on fait pour résoudre ce problème à l'échelle internationale, mondiale, si on se replie en quelque sorte en termes d'écologie ? Alors comment on va le résoudre au niveau mondial si on se replie au niveau européen ? Oui, c'est ma question. Non, mais c'est ce que je vous retourne. Vous me dites si on se replie au niveau français. Je vous ferai remarquer que l'Union européenne n'est pas le monde. C'est un tout petit morceau du monde. Donc je suis d'accord avec vous. Qui est influent sur la scène internationale plus que la France tout de même. Non, pas du tout. Alors là, détrompez-vous. L'Union ne fait pas la force, l'Union fait la faiblesse. L'Union fait la force, ça c'est encore un grand mythe. L'Union fait la force si tout le monde tire dans le même sens. Mais si les gens tirent dans des sens totalement opposés, il ne se passe plus rien. C'est exactement ce qui se passe avec les questions d'écologie. On a un exemple fabuleux, on l'a sous le nez, tout le monde le voit, c'est l'affaire du glyphosate. L'affaire du glyphosate, il faut, comment dirais-je, vous savez qu'il y a eu un vote récemment pour l'interdiction de cette substance cancérogène. Sur les 28 États membres de l'Union, vous en avez eu 18 qui ont refusé d'interdire le glyphosate, qui ont donné une autorisation pour 5 ans nouveaux, dont l'Allemagne, qui a pesé de tout son poids dans ce sens. Et puis vous avez la France, qui a fait partie des 9 qui ont voté pour l'interdiction immédiate. Et puis vous en avez un, je crois que c'est l'Irlande, qui ne s'est pas prononcé. Bon. Résultat des courses, la France, 5e, 6e puissance économique mondiale, n'interdit pas le glyphosate. Alors que l'écrasante majorité de sa population le souhaiterait. Et puis au même moment, mais vraiment au même moment, 2 jours après, on apprenait que le petit Vietnam, qui est un nain en termes de PIB par rapport à la France, a décidé souverainement d'interdire le glyphosate. Point barre. C'est-à-dire que la France peut souverainement interdire le glyphosate. Oui, mais elle ne le fait pas parce que nous sommes dans un marché commun de libre circulation des mouvements, notamment de produits alimentaires, de céréales. Et donc ces données, si elle interdit le glyphosate, mais qu'elle autorise la circulation de produits qui sont de produits végétaux qui, eux, bénéficient du glyphosate, elle place les agriculteurs dans une situation d'infériorité compétitive. Je suis tout à fait d'accord avec vous que les problèmes environnementaux sont des problèmes mondiaux. Ils doivent donc être traités au niveau mondial. Ils ne doivent pas être traités au niveau d'un petit périmètre qui est celui de l'Union européenne, où, encore une fois, on aboutit essentiellement à une annihilation des volontés. Je voudrais dire encore autre chose sur ces questions d'environnement et d'écologie. C'est que la construction européenne, les traités européens, dans leur essence, sont anti-écologiques. Puisque parmi les éléments essentiels de l'architecture des traités européens, il y a l'idée de la libre circulation des mouvements de capitaux. C'est à l'origine des délocalisations torrentielles qui ont eu lieu et qui font qu'on fait produire nos meubles, nos jouets, nos produits blancs, nos produits bruns, nos ordinateurs, nos téléphones, ci et ça,
au Bangladesh, en Inde, en Chine, au Vietnam, etc. Donc dans des pays qui se situent à 15 000 km et 25 000 km par la voie de la mer. L'agriculture, c'est pareil. Au lieu d'avoir des traités européens, on aurait pu avoir des traités européens qui privilégient, par exemple, une agriculture de terroir, qui privilégie l'agriculture, comment dirais-je, familiale, qui privilégie l'authenticité, les terroirs. On n'a pas du tout ça. On a des articles des traités sur par exemple, pour parler de l'agriculture, qui privilégient une agriculture hyper productiviste. Le modèle, c'est le modèle des Grandes Plaines américaines. Donc on a ipso facto, on place les agriculteurs français dans un dilemme épouvantable. Et le problème reste pendant et c'est un problème très grave. Très bien. Merci beaucoup François Asselineau d'être venu sur notre plateau aujourd'hui. À très bientôt et au revoir sur Byzance.